Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, une histoire tragique, celle d'une jeune fille de 19 ans. Elle s'appelait Ginka, bulgare. Elle était prostituée. Elle est morte à Paris en novembre 1999. Longtemps, son histoire s'est limitée dans la presse à ces quelques informations. Et puis un jour, un réalisateur de documentaires, Moscou-Lely Bouckault, et un journaliste du Monde, Philippe Broussard, entreprennent une enquête pour comprendre pourquoi cette jeune fille est morte, cet hiver-là, à des milliers de kilomètres de chez elle. Pourquoi elle? Pour raconter son histoire? Pour toutes les autres dont on ne sait rien? Celles qui sont mortes, soudainement, un soir de Passe, ou à petit feu, jour après jour, dans les bras de clients ou sous les coups de leurs proxénètes. Pendant des mois, Lévy Bouckault et Broussard ont retrouvé les dernières traces de sa vie, les derniers mois de la Bulgarie à la Grèce, de la Belgique à la France. Ces pays où, au gré des villes et des événements, Ginka a changé de nom, où elle est devenue numéro de dossier de demandeurs d'asile, de fiches de signalement des brigades des mœurs, des PV d'arrestation et d'instruction. Grâce aux deux enquêteurs, nous allons vous raconter la vie de Ginka et entrevoir, sur ses pas, le chemin des filles de l'Est à la fin du siècle dernier qui vendaient leur corps à Paris, à Bruxelles ou ailleurs en Europe. Durant le récit, vous entendrez les mots de Ginka qu'elle a écrits dans son journal intime, comme ceux qu'elle a prononcés devant quelques policiers qui ont croisé son chemin. Vous entendrez également des extraits du documentaire Un corps sans vie de 19 ans de Moscou-Lely Bouckault et Philippe Broussard. Et c'est Philippe Broussard, notre invité, aujourd'hui. 12 ans après cette première enquête documentaire et cinématographique, il a publié un livre intitulé À la recherche de Ginka. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. « 23 novembre 1999, rue de la Clôture, 19e arrondissement de Paris. Il fait froid ce matin-là. Comme souvent, Huguette, une retraitée de Drancy, vient donner à manger aux chats errants du quartier. Chargée de lait, elle longe la déchetterie puis dispose ses gamelles sur le terrain vague. Mais en relevant la tête, elle voit un corps à côté d'un matelas miteux, en chien de fusil. Son pantalon de velours marron est baissé, le col de la veste est maculé de sang. Sa peau est un peu bleue. Trop émue, la retraitée ne peut s'approcher. Alors elle quitte les lieux à la recherche des secours. La rue de la Clôture est à la marge de tout, de Paris, de sa banlieue, du ciel. Les trottoirs sentent l'urine, les détritus la pollution. Même le bruit des voitures sur le périph' qui passe au-dessus, celui des trains de la voie de chemin de fer qui longe le terrain vague, n'apporte aucune vie. Ici, jour et nuit, des femmes vendent leur corps. Ici, jour et nuit, des hommes les achètent pour quelques minutes. Dès que l'alerte est donnée, pompiers, policiers locaux, puis brigades criminelles du quai des Orfèvres débarquent les uns après les autres. Pour atteindre le corps, ils doivent prendre un petit chemin, éviter les crottes de chien, ainsi que les préservatifs et les mouchoirs souillés. Le ventre de la victime est encore chaud. La mort date de quelques heures. La jeune fille a reçu 23 coups de couteau. Une large entaille est constatée sous sa gorge, ainsi que dans le dos. S'est-elle débattue? Sans doute. Au bout de ses doigts, les policiers constatent en effet des plaies, signe d'une défense contre une arme blanche. Sur son ventre, ils repèrent une longue cicatrice, plus ancienne, correspondant à une césarienne. Était-elle mère, cette jeune fille? Photos, prélèvements, annotations. L'un des policiers écrit dans son rapport: s'il existe un endroit où le terme « faire l'amour » semble incongru, nous l'avons, là, sous les yeux. S'il existe un mot pour qualifier un tel lieu, il doit ressembler au terme « sordide ». Autour du corps, il trouve un portable ainsi qu'une chevalière où est inscrit le mot « Italie », Italie en anglais. Dans la poche de sa veste, une carte de transport pour 2 zones, au nom de Ginga Trifolona. Il s'agit du premier nom derrière ce corps. D'autres suivront. En contrebas du talus, les policiers repèrent un trou dans le grillage qui mène aux voies ferrées. Ils s'y enfoncent. Quelques mètres plus loin, ils trouvent un sac à dos décoré d'une tour Eiffel taché de sang. À l'intérieur, ils tombent sur 2 bracelets sur un formulaire de demande d'asile en France. Le soir même, une femme du nom de Mathilda, prostituée elle aussi, installée rue de la Clôture, est interpellée puis amenée à la crime.
Devant le lieutenant de police, elle dit ne pas connaître Ginga. Elle ment, car comme elle se prostitue chaque jour, de 19h à 2h du matin ou 4h à l'angle du boulevard McDonald et de la rue de la Clôture. Elle a entre, 15 ans 20 ans 20 ans plutôt, mais 15 et 20 clients par soirée et la passe est à 200 francs. Le 23 novembre, l'identité de la jeune fille, sans vie, est trouvée. Elle s'appelle effectivement Ginka Trifonova. Elle avait 19 ans. Elle est née en Bulgarie. Sans argent pour rapatrier le corps, ses parents demandent que leur fille soit enterrée en France. Elle est donc inhumée au cimetière parisien de Thiers, dans le carré des indigents. Alors que les policiers de la crime cherchent son assassin, l'histoire s'ébruite dans la presse grâce à une historienne, Delphine Gardet, dont les bureaux de recherche sont proches de la rue de la Clôture. Dans Libération, elle publie une tribune titrée « L'autre jour, une prostituée a été retrouvée égorgée, qui s'en soucie, morte sans sépulture, rue de la Clôture ». Quelques jours plus tard, l'historienne est interrogée sur France Inter. Depuis des mois, on voit des choses très tristes, des choses sordides, on voit une misère humaine qui est absolument terrifiante et on ne peut pas aller au travail, revenir de la cantine, reprendre les marches de l'escalier qui mènent à nos bureaux et faire comme s'il ne se passait rien. On demande qu'on enquête, on demande qu'on les protège, on demande qu'il y ait quelque chose qui se passe pour elles. Le 7 décembre 1999, grâce à l'initiative de quelques riverains, micros et caméras assistent au dépôt d'une gerbe de fleurs. Ainsi, pendant quelques jours, Ginka devient célèbre. On parle d'elle dans les journaux en France comme en Bulgarie. Et puis, plus rien. Ginka est redevenu un numéro, non pas de demandeur d'asile, mais d'un dossier d'instruction 072 99 94. Ce dossier comporte des centaines de pages, mais aucune d'entre elles n'explique comment cette jeune fille de 19 ans est venue mourir là, à la frontière de Paris, à des milliers de kilomètres des siens. Pourquoi cette gamine a-t-elle dû vendre son corps, ici et ailleurs? Ces questions, ce sont un journaliste, Philippe Broussard, et un réalisateur de documentaires, Mosco et Poucault, qui veulent les poser pour comprendre. En 2005, 5 ans avant le drame, ils se lancent donc dans l'enquête. Quelle était la vie de Ginka? À leur disposition, ils ont un carnet d'adresses, 22 photos, 17 bandelettes de négatif couleur et un journal intime retrouvé par les policiers dans la dernière chambre de Ginka, la 302, de l'hôtel Paris-Magenta, dans le 10e arrondissement. Un hôtel modeste. Le gérant, tout comme la femme de ménage, connaissait Ginka sous le nom d'Angela. Dans leurs souvenirs, elle était gentille. Elle descendait avec ses rollers et écoutait souvent Céline Dion sur son radio réveil cassette qu'elle disposait sur une chaise de la petite chambre. Elle vivait en décalé, dormait le jour, sortait la nuit. Puis elle téléphonait souvent de l'une des cabines téléphoniques du boulevard. À qui parlait-elle? À son amoureux, Armando. Ce nom, comme ses surnoms, Mon cœur, Mandy, sont inscrits dans son journal intime. C'est le journal d'une adolescente, un recueil de pensées et d'angoisses. Le style est abrupt, comme le fut sa vie. Toute son histoire n'y est pas racontée, mais Ginka y dévoile des instants de ce dernier mois et parle d'Armando. Je suis tombée amoureuse de lui dès la première fois où nous nous sommes rencontrés. Ensuite, nous sommes allés au motel Johnny et je sentais que je l'aimais de plus en plus. Quand il m'a parlé de l'Albanie et de l'Allemagne, j'ai compris que c'était l'homme de ma vie. Alors il m'a dit que nous ne nous séparerions plus. Et c'est ce qui s'est passé. Car je suis toujours avec lui. Voilà ce qu'elle écrit au début, car ensuite c'est la détresse qui s'exprime, les absences d'Armando. Où l'a-t-elle rencontré d'ailleurs? Nous n'en savons rien. Il ne parlait pas la même langue, n'avait pas le même âge, mais elle l'aimait et elle pleurait dès qu'il était loin. Quand il n'était pas là, ce sont les amis d'Armando qui s'occupaient d'elle. Ce journal, elle l'a commencé en Belgique. Dans ce pays, la prostitution est tolérée, seul le proxénétisme est interdit. Les filles vendent leur corps dans des bars à vitrine en échange d'un loyer payé à un commerçant qui déclare ses revenus au fisc. L'argent des passes est en principe pour elle, enfin, en principe, car nombre de ces femmes vitrines sont entre les mains de proxénètes. Ginka était l'une d'elles. Où allait son argent? Eh bien, dans les poches d'Armando et de ses amis, Mohamed, Cachot, Jimmy Shanker. Et si elle ne voulait pas se prostituer, obéir ou payer, alors là, c'était bam bam, comme elle l'écrit dans son journal.
La Belgique a été l'une des étapes de l'enquête de Broussard et Lévy Boucaud. Mais comme en France, le véritable nom de Ginka est absent de tous les fichiers. Seules ses empreintes ont permis de retrouver sa trace dans le labyrinthe des bases de données policières et administratives. Pour travailler, Ginka avait besoin d'une autorisation. En tant qu'étrangère, seule une demande d'asile lui permettait d'obtenir le précieux papier. Grâce à une copie de ses empreintes, un employé du bureau de l'Office des étrangers n'a plus qu'à attendre que l'ordinateur la retrouve. Sa fiche portait le numéro 4 865 963. Son nom du moment était Kristova Valentina. Elle disait habiter au 80 rue Malibran, commune d'Ixelles. 2 photos accompagnent la fiche. Aucun doute, la peau tannée, le visage juvénile, les yeux en amande, il s'agit de Ginka. Grâce à ce nom, et à l'aide de policiers belges, une recherche est lancée au sein de la base de données. Kristova Valentina, alias Ginka, a été contrôlée rue d'Archotte, dans le quartier des Vitrines. Elle était avec un client, un jeune homme de son âge, 20 ans. Aucune autre information n'est donnée. Durant ces quelques jours, dans la capitale belge, Broussard et Lévy Boucaud retrouvent, à l'aide de clichés de Ginka, les lieux où elle a séjourné. Alors il frappe aux portes, interroge les locataires, mais personne ne se souvient de cette fille ou même d'Armando, qu'on voit d'ailleurs sur quelques photos. En Belgique, elle n'a été que l'une des centaines de filles des Vitrines du quartier de l'Orchidée. Comme d'autres, la demande d'asile de Ginka a été rejetée. Comme d'autres, elle en a formulé une nouvelle en inversant son prénom et son nom. Pourquoi ? Peut-être juste pour obtenir des papiers provisoires, quelques jours, et partir sans risque vers Paris. Et c'est comme ça qu'elle arrive dans la capitale française, début octobre, apparemment avec Armando. Dès le premier jour, elle note dans son carnet le numéro d'un portable français et le nom de Mathilda. Elle saura son aide de camp et sans doute l'œil des MAC sur elle. Le lendemain de son arrivée, elle dépose une demande d'asile politique et obtient ainsi un document provisoire à présenter en cas de contrôle. C'est à ce moment-là qu'elle devient Ginka Trifonola. Elle a troqué son K pour un G, puis doublé le L de son nom. Quand elle rentre dans sa chambre de son hôtel à Paris, Armando, lui, est déjà parti. Et dans son journal, elle écrit. Je m'assieds à 20h pour décrire la journée. Ce ne fut pas un bon jour. Ce matin, je suis allée me faire des documents français, car dès demain, je travaille. Mon petit soleil est toute la journée en vadrouille. Et je reste à l'hôtel. Ça ne fait rien. Au 3e jour de sa présence à Paris, Ginka doit travailler. C'est Mathilda qui s'occupe d'elle. Elle lui explique le métro, lui achète une carte de transport ainsi qu'une carte téléphonique, puis l'amène porte-maillot rue Gustave Charpentier, près de la sortie du périph' extérieur. Dès le premier jour, des policiers de passage les repèrent et les interrogent. Ils prennent l'identité des 2 femmes, puis s'en vont. 2 fiches de signalement sont remplies. Celle de Ginka porte le numéro FBS 10 20 14. Au 5e jour, seule, elle est interpellée et interrogée au commissariat central du 17e arrondissement. Lors de cet interrogatoire, elle avoue se prostituer de 10h à 21h. Les tarifs ? 200 francs la fellation, 300 l'amour. Elle prétend être sous la coupe d'aucun proxénète. Alors elle signe son PV, rentre à l'hôtel, puis retourne dans la rue vendre son corps. Dans son journal intime, on repère beaucoup de noms d'hommes. Armando, bien sûr, mais aussi Cachot, Arienne, Couliot et Legrand. Il y a souvent des chiffres attachés à ces noms. 3800, 15 000 francs, soit l'équivalent de 94 fellations. Au 17e jour, elle change de quartier pour se retrouver porte de Montreuil. Au 22e jour, elle arrive rue de la Clôture, dans le 19e arrondissement. En 2005, quand nos chercheurs de fragments de vie de Ginka débarquent dans sa rue, rien ne semble avoir changé. Le nouveau siècle ne semble pas être arrivé jusqu'ici. Parmi les âmes du quartier, il y a Joe, un travesti, prostitué, lui aussi. Il était déjà là en 99. Suivi par la caméra, il raconte la rue de la Clôture, ces endroits cachés où les jeunes, dont Ginka, se prostituent. À mon avis, il y a quelqu'un qui doit bosser là le soir. On va le savoir tout de suite, hein. Ouais, ça, c'est des trucs de pute. Une boîte de capote, il y a les Kleenex, ouais, rouleau de sopalin, ouais, voilà. Donc le principe, c'est qu'en fait, elle travaille et elle laisse tout ce que... Ah ben toute leur merde. C'était une merde de capote là derrière, hein. D'accord.
Ça, c'était connu. De toute façon, les gendarmes, avant qu'il y ait ça, quand ils sont venus voir, un jour, je les ai fait descendre pour aller voir où elles allaient, quand même. Parce que j'ai dit aux gars, vous êtes un mec, je dis, vous allez aller prendre une fille pour aller vous faire une pipe. Je dis, vous osez, vous, aller là-dedans? Quand ils ont vu le matelas, le truc de merde qu'il y avait par terre, il dit, pourtant, même avec la plus belle femme du monde, il dit, je crois que je pourrais pas me coucher là-dessus. Je dis, bah si, la preuve, il y a des mecs qui y vont. Il s'allongeait et le matelas, le matelas servait à ça. Il y avait un matelas par terre, là, tout pourri. Je pensais que c'était un matelas abandonné. Ah non, il y avait un matelas tout pourri où il y en a certaines, elles s'allongeaient dessus pour faire les clients. Non, le matelas, il servait à quelque chose. Il n'était pas là par hasard, le matelas. Combien de fois j'ai dit, il faut y mettre le feu à ce truc-là, il faut le brûler, ce truc-là, c'est pourri, ça attire toute la maladie, toutes les merdes du monde. Ben oui, mais ils n'avaient pas le choix. Les Albanaises, comme Joe les appelle, travaillaient 24 heures sur 24. 2 équipes, l'une de jour, l'une de nuit. Ginka était dans la seconde. De son trottoir, elle pouvait voir la cité des sciences et les lumières de la ville. Ici, les prix sont moins élevés qu'à la Porte-Maillot. 200 francs l'amour, moitié moins la fellation. Ginka n'y passera que 26 jours. Mais combien d'hommes ont acheté son corps? Et combien d'argent a-t-elle dû livrer à ses macs? Selon son cahier intime, c'est le 30 octobre 1999 que Ginka change pour la dernière fois d'hôtel. Dans la chambre 302 du Paris Magenta, elle accroche quelques photos sur le mur, dont une où elle enlace son Armando. Mais lui n'est toujours pas là d'ailleurs. Le gérant comme la dame de ménage ne l'ont jamais vu. Selon leurs souvenirs, les journées de Ginka se limitent à quelques escapades autour de l'hôtel, à des appels dans les cabines téléphoniques de la rue. En fin de journée, elle quitte l'hôtel. Le trajet est toujours le même. Au métro Jacques Bonsergent, elle prend la ligne 5, puis elle s'arrête, porte de la Villette. Elle marche sur le boulevard McDonald et prend sa place sur le trottoir. Elle porte sans doute son sac à dos avec une tour Eiffel dessus. Dedans, elle y met les préservatifs et les mouchoirs. Sur ces photos prises à l'aide d'un appareil jetable, on reconnaît quelques quartiers de Bruxelles et de Paris. Les clichés se limitent à la place de la République, la Bastille et le canal Saint-Martin. Mais le Paris de Ginka, c'est la porte de la Villette et la rue de la Clôture. Laria était une autre de ces prostituées. En 2005, en compagnie du journaliste Philippe Broussard, elle retourne dans cette rue. Le visage dans l'ombre, elle raconte son quotidien constitué de violence et de peur. Même s'il pleuvait, vous alliez travailler? Ah oui, même s'il neigeait, même si je travaillais, même s'il faisait moins 7 degrés, j'étais là dans la rue. C'est pas... Je voulais entrer une fois à 4 h du matin à la maison. Il m'a dit non, tu vas rester jusqu'à 6 h. Je restais dehors dans la pluie, j'avais pas de parapluie. Vous aviez un téléphone? À l'époque? Oui, j'avais un téléphone. Est-ce qu'il vous appelait souvent? Ah oui. Pourquoi? Comme ça, ils savent qu'est-ce qu'on fait, combien d'argent qu'on a fait. Par exemple, s'ils passaient dans la rue, ils ne me voyaient pas, ils téléphonaient tout de suite. Où est-ce que tu es? Tu es avec qui? Combien que t'as donné? Combien que t'as fait? Il vous est arrivé de lui dire non? Ah oui, ça a commencé à dire non. Mais ça l'a servi à rien de dire non. Parce qu'il disait oui, c'était oui. Parce qu'il me tapait avec tout. C'est pas qu'il me tapait qu'avec les mains, il me tapait avec des gros trucs là. Qu'on peint les vêtements et tout ça. Ginka, elle aussi, a connu la violence des Macs, comme celle des clients. Un soir, elle est montée dans une voiture rouge avec 2 hommes et n'est pas revenue de la nuit. Elle n'a rejoint son hôtel que le lendemain. Que s'est-il passé? Eh bien, elle a été enlevée, puis violée. Elle s'est fait ausculter à l'hôpital. Mais le soir même, elle était de retour sur le trottoir. Faut bien payer sa chambre. Faut bien payer ses Macs. Malgré le froid, la grève, les maux de tête, les maladies, elle doit faire son chiffre pour le grand, pour Armando. Dans ce journal intime, on découvre des pages entières où elle n'indique que des chiffres. Des sommes allant parfois jusqu'à 18 000 francs, soit une centaine de clients. Pourquoi fait-elle ça? Pour son amoureux qui le lui demande, oui. Tout comme Yara d'ailleurs. Quand il vous a dit qu'il fallait se prostituer, vous avez refusé? Mais le début, mais pas après, je n'ai pas refusé. Parce qu'il me disait, c'est mieux que moi je fais ça, que je commence à travailler avec la drogue, au volet, tout ça. Et pour l'amour... Vous avez fait ça par amour? Voilà. Le début, c'était pour l'amour. Après, c'était pour la peur. Le début, c'était, je dis, moi, j'aime ce mec en place que lui entre en prison parce qu'il me disait, je vais entrer en prison, tu vas rester sans moi, et une année. Comme j'aimais trop, je restais. Et Ginka a-t-elle eu le temps d'avoir peur d'Armando? Peut-être.
En tout cas, à la lecture de son journal, les jours du mois d'octobre et de novembre 1999 semblent tragiques. Elle est désespérée, parle sans cesse de nuits de larmes. Sa relation avec Armando se limite à des échanges téléphoniques succincts et à l'argent qu'elle lui transmet. Le prince charmant est un prince absent. Je ne sais pas, Armando, si tu le sais ou si tu ne le sais pas, que je ne veux pas travailler du tout. Du tout. Je ne veux pas parler avec Armando car je ne veux pas travailler. Après, Armando s'énerve car je refuse de travailler. Armando maintenant me dit qu'il n'a plus d'argent et me demande de travailler. Moi, je lui réponds que j'ai fini mon travail. Je lui dis que s'il veut de l'argent, qu'il aille travailler lui-même. Il s'agit des derniers mots de Ginka, inscrits dans son cahier. 4 jours plus tard, le dimanche 21 novembre, comme chaque jour, elle se rend rue de la Clôture. La nuit est tombée. Un vent glacial souffle sur Paris. Il y a peu de passages, peu de clients, à part Shérif, un jeune homme d'une 20aine d'années. Il l'aborde, demande le prix, elle accepte. Il est à pied. Elle l'amène dans un endroit à l'abri des regards sur le terrain vague. Ce que Ginka ne sait pas, c'est que Shérif est sans domicile fixe. Accro à la cam, au shit, au subutex, à l'alcool, il cherche de l'argent. Et c'est connu, les prostituées, surtout étrangères, ne portent jamais plainte. Quand Ginka se rend compte que ce garçon n'a pas un sou, bien sûr elle s'en va. Mais il tire son sac. Ginka trébuche. Shérif sort un couteau. Elle se débat. Il la poignarde 23 fois. Puis s'en va avec son maigre butin, 950 francs, tout au plus. Shérif est arrêté 1 mois après le crime, dans cette même rue, presque par hasard, par une patrouille. Il était au volant d'une 205 à l'arrêt. À ses pieds, sur le tapis de sol, il y avait un couteau de cuisine. Dans ses poches, les policiers ont trouvé un petit opinel. Interrogé, Shérif avoue le crime. Il sera condamné à 16 ans de prison. Mais durant le procès, on n'a rien appris de Ginka, de ses voyages, de Bulgarie jusqu'à Paris. Non, rien ne fut dit. Philippe Broussard et Moscolivi Boucou, eux, sont allés en Bulgarie. Outre le nom de ce village et de ses alentours, Ginka avait laissé dans son pays des indices de sa fuite, notamment à Kuzdentil, non loin de la frontière avec la Macédoine. C'est ici qu'à la fin du mois de mars 1998, elle a été reconduite et interrogée. Ginka affirme qu'elle est passée par cette ville au début du mois en compagnie d'une amie prénommée Zevda. La suite, c'est elle qui la raconte dans cet extrait du procès verbal. Elle m'a présenté 3 garçons, dont un macédonien. En dehors de Sevda et de moi, il y avait 6 autres filles. Nous avons dormi dans un appartement. Le 6 mars, vers 19h30, nous avons été conduites vers la frontière à bord de 2 voitures, une BMW noire et une Lada bleu foncé. Nous avons franchi la frontière à pied, en passant à droite du poste, soit 1 ou 2 kilomètres de marche. Nous avons passé 2 nuits en Macédoine avant de partir en Grèce le 8 mars. Là, nous avons été accueillis par 2 Grecs qui nous ont conduites dans la ville de Kilkis. Ils voulaient que je me prostitue, mais j'ai réussi à m'échapper et à me rendre à l'île de Tassos, toujours en Grèce, où j'ai été arrêtée. De son passage en Macédoine et en Grèce, on ne sait pas grand-chose, à part son arrestation le 15 mars à Limenaria. Ginka n'avait aucun passeport. Les policiers l'ont détenue 7 jours, puis l'ont renvoyée en Bulgarie où elle a livré les informations qu'on vient d'entendre. Puis elle a été remise en liberté. Est-elle retournée chez ses parents? Non, elle a juste passé un coup de téléphone au commissariat de sa ville, là où souvent ses fugues s'arrêtaient. A-t-elle demandé de l'aide? Non. Elle voulait juste qu'on prévienne sa mère et qu'on lui dise que tout allait bien pour elle. Quelques semaines plus tard, Ginka est en Belgique. Comment a-t-elle rejoint ce pays? Philippe Broussard n'a pas pu combler ce trou noir. Mais lors de ses recherches, il a rencontré une prostituée que Ginka avait appelée plusieurs fois de Paris. Elle aussi était bulgare, elle aussi a connu les vitrines de Bruxelles. J'ai été enlevée en Bulgarie à la fin de 1998. J'ai été vendue plusieurs fois avant d'arriver à la frontière avec la Macédoine. On m'a fait passer la frontière illégalement. On m'a emmenée dans un village où un homme est venu à ma rencontre. Nous sommes allés dans un autre village, plus lointain, dans une maison où il y avait des filles de compagnie.
Un garçon nommé Tiku est venu dans cet établissement. Il m'a vu et m'a acheté. Je ne sais pas pour combien. Puis nous sommes partis en voiture pour l'Albanie. J'ai connu Ginka en 1999 en Belgique, dans l'appartement de son ami. Ça, c'est Armando, l'ami de Ginka, celui qui l'a amené en Belgique. Ginka a-t-elle également été enlevée, puis vendue? Armando l'a-t-il acheté? Est-ce que c'est lui qui l'a fait entrer dans l'Union européenne par la mer, de l'Albanie jusqu'en Italie? Dans son cahier intime, il est juste son amoureux. C'est pour lui qu'elle se prostituait, sans doute pour lui qu'elle a vendu la première fois son corps. À aucun moment dans ses récits, Ginka ne laisse entrevoir le souhait de s'échapper. De toute façon, où irait-elle? Elle était si loin de chez elle. En vérité, la jeune fille de Vetovo était déjà morte, dans les bras de ces hommes qui l'ont achetée pour quelques billets. Vetovo, sa première demeure, sera notre dernière étape. C'est une bourgade du nord de la Bulgarie, de 5000 habitants, composée de Bulgares, de Turcs, de Tatars, de Crimée, de Roms et de nombreux immigrés venus des pays voisins. Les parents de Ginka y vivent toujours comme Broussard-Siran pour la première fois. La maison se situe en haut de la ville. Elle est modeste. Dans le salon, une photo de Ginka. Elle doit avoir 16 ou 17 ans. Devant le cadre, des fleurs séchées. Face caméra, en regardant d'anciennes photos de sa fille, où Mania, sa mère, décrit l'adolescence de Ginka. Ici, c'est une photo pour la fête du 8 mars. Elle avait écrit « Bonne fête, maman ». Ici, Ginka est chez Veneta, une amie de collège. J'avais l'impression qu'elle voulait une vie plus libre, plus confortable que celle que je pouvais lui offrir. Il y avait en plus chez elle une volonté de vivre tout vite, à la hâte. Rumiana a eu 4 enfants. Le premier, Veneline, est veilleur de nuit à l'usine. Ginka est la deuxième. Tamara est venue ensuite. Ivan est le plus jeune. Le gosse avait à peine une dizaine d'années quand on est venu annoncer la mort de Ginka à sa famille. Le père, Trifon, a longtemps conduit des tracteurs pour des fermiers, mais une crise d'apoplexie l'a contraint à rester chez lui et à ne plus travailler. Ginka ne s'entendait pas avec lui. À Vetovo d'ailleurs, elle aimait dire qu'il n'était pas son père. Ginka a une enfance compliquée. À l'école, elle n'était pas très sociable, elle évitait les groupes. Dès l'adolescence, elle s'est mise à fuguer, un jour, puis 2, puis une semaine. Au début, ses parents la cherchaient, mais très vite, ils ont décidé d'attendre, tout simplement, qu'elle rentre. À Tamara, sa sœur, parfois, elle acceptait de raconter ces instants éphémères où elle s'échappait de sa vie qu'elle trouvait sans doute sans intérêt. Elle fuguait en car, en stop ou en train. Elle me racontait ensuite les gens qu'elle avait rencontrés, ceux qui l'avaient marquée. Les villes où elle était allée. Mais elle n'a jamais parlé de son désir de partir à l'étranger. En avril 98, Ginka est enceinte. On l'emmène chez une tante pour qu'elle vive les derniers mois de sa grossesse loin de la ville. Un jour d'été, quelque temps avant ses 18 ans, elle donne naissance à une petite fille nommée Yana. Mais cet enfant, Ginka l'a juste porté. Elle a ensuite confié à un orphelinat, puis a retrouvé sa famille et un ciel sans horizon. Ainsi, les semaines passent, les pensées tristes reviennent. Un matin du mois de novembre 98, ses parents découvrent sous les draps de Ginka un édredon et un oreiller. Elle est partie. 1 an plus tard, ils apprennent par des policiers que le corps de leur fille a été retrouvé à Paris, dans un terrain vague. D'abord enterré dans le carré des indigents d'un cimetière parisien, le corps de Ginka est rapatrié à Vetovo grâce à l'aide de la Croix-Rouge française. Elle, qui avait tant voulu effacer cette ville et son nom de sa mémoire, est rentrée finalement chez elle, comme toujours.
pendant l'été 2018, Yana, sa fille, a dû fêter ses 20 ans. Un âge que sa mère n'a jamais connu, un âge où certaines femmes vendent déjà leur corps. Aujourd'hui, le drame de Ginka avec notre invité Philippe Broussard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre nom a été cité plusieurs fois dans le récit grâce au travail que vous avez fait sur cette affaire. Donc merci d'être avec nous et merci pour ce livre. D'abord parce qu'il met le projecteur sur un drame qui est celui de beaucoup d'autres jeunes femmes qui nous laissent souvent indifférents parce qu'on n'est pas, d'abord parce qu'on n'est pas toujours informés et puis parce que voilà quoi. Parfois les drames nous laissent indifférents. Et merci parce que ça nous a permis de faire cette émission, ce livre, et d'aborder la question de la prostitution dans un spectre assez large, liant autant l'intime avec le parcours de cette jeune fille que les réseaux de prostitution et les mécanismes de l'embrigadement. Alors on l'a esquissé dans le récit, mais qu'est-ce qui vous a amené à enquêter sur cette affaire-là et pourquoi cette affaire-là ? Écoutez, c'est bien simple. En 2004, le réalisateur Mosco Bucco me sollicite. Je ne le connaissais pas à l'époque et il me dit voilà, moi j'ai été marqué par un fait divers, la mort d'une jeune femme à côté du périphérique à Paris, et j'aimerais réaliser un film sur sa vie, savoir comment elle s'est retrouvée à cet endroit. Et j'aimerais suivre un journaliste enquêtant sur ce destin. Il m'a donc proposé ce challenge, si j'ose dire, et nous sommes partis tous les deux à la recherche des petites pierres laissées par Ginka, à la fois en Bulgarie et par la suite dans d'autres pays. Alors, vous êtes allé bien sûr rue de la Clôture, là où s'est noué le drame, en 99, vous y êtes allé en 2005. Toujours aussi sordide à l'époque cet endroit ? À l'époque, la rue de la Clôture n'avait pas changé par rapport à l'époque du drame, donc quelques années plus tôt, et c'était vraiment un lieu très, très, très impressionnant. Cela dit, on peut décrire cet endroit comme impressionnant, effectivement, parce qu'il y avait des prostituées, il y avait des personnes qui sans doute veillaient sur elle à distance pour s'assurer qu'elle restait sur place, il y avait des clients, il y avait tout ce monde particulier, mais au-delà de ça, il y avait aussi une vie. Par exemple, dans l'un des piliers du périphérique, il y avait un monsieur qui s'appelait Gérard à l'époque, on le qualifierait aujourd'hui de SDF, mais qui vivait dans le périphérique, et qui avait un regard particulier sur ce monde de la nuit, par exemple. Donc il y avait derrière cette inhumanité, une forme d'humanité quand même. Alors on va reprendre le fil de l'histoire de Ginka, qui commence donc en Bulgarie, là où elle est née, elle a passé son enfance, elle est bulgare. Qui était la Ginka de Vetovo ? Pour faire court, je dirais que c'était une adolescente un peu terne et une adolescente à problème. Pourrait-on dire. Problème parce que conflit sans cesse avec ses parents, son père surtout, sa maman aussi qui a une dame de fort caractère, et surtout une jeune fille qui n'était pas à sa place dans cette petite ville, qui rêvait d'un ailleurs un peu mirifique. D'où ses fugues. D'où ses fugues et d'où ce besoin d'argent. Elle faisait un énorme complexe parce que sa famille n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, était très modeste. Il n'y avait pas beaucoup de riches à l'époque à Vetovo, croyez-moi, mais le peu que les autres jeunes avaient leur permettait de sortir, d'acheter quelques petits vêtements qui brillaient un peu plus. Et elle a toujours vécu dans cette envie d'en avoir plus et de quitter Vetovo. Alors, avec ce profil-là, une jeune fille en rupture de banc avec ses parents, que la société qui fugue évidemment, les vautours rôdent. Ils sont là. Est-ce que elle est entrée en contact avec des réseaux de prostitution en Bulgarie ou plus tard ? Alors d'après le policier qui est en Bulgarie, et précisément dans sa petite ville de Vetovo connaît le mieux le dossier, elle a sans doute commencé à se prostituer dans la ville voisine de Rousset, mais on ne sait pas précisément à quel moment elle tombe dans une structure plus organisée. On peut dire qu'au début, probablement, c'était relativement artisanal et volontaire. Par la suite, elle est entrée dans une autre dimension de la prostitution. Alors, dans votre documentaire, vous rencontrez une jeune fille qui explique avoir été enlevée en Bulgarie, on l'a entendu, amenée en Albanie, puis envoyée en Belgique. Donc là, on est dans des réseaux organisés, mais elle a pu tomber là-dedans. C'était chose courante à l'époque. C'est très courant, et vous avez cité les Albanais, ça c'est très très important. Parce que les principaux réseaux de proxénétisme à l'époque et encore aujourd'hui sont albanais. C'est si j'ose dire, une spécialité albanaise, d'hommes qui en général viennent d'une même petite ville, d'un même quartier, qui au début font ça de manière assez artisanale avec des compatriotes albanaises, mais qui parfois essaient de recruter ou d'acheter ou de forcer des jeunes femmes qui peuvent venir de Bulgarie, en l'occurrence, de Roumanie ou d'ailleurs. Et finalement, ils constituent des structures, des réseaux très efficaces qui ont des antennes
jusqu'en Belgique et en Allemagne notamment, et également en France. Et c'est là-dedans que Ginka est tombée ? C'est là-dedans que Ginka est tombée. Je ne saurais pas vous dire à quel moment précisément, mais elle est tombée sous la coupe de l'un de ces Macs, il faut les appeler comme ça, qui s'appelle toujours Armando. Elle s'appelle La Traite des Blanches, Armando. Parlons-en de celui-là. Tiens, on l'a pas indiqué dans le texte, mais vous avez retrouvé sa trace et vous l'avez même rencontré. Alors, avant de revenir sur cet homme, on va écouter un extrait de documentaire, Un corps sans vie, de 19 ans, durant lequel vous rencontrez Armando. C'était une personne que j'ai beaucoup respectée, que je l'ai aimée vraiment. Bien qu'elle travaillait comme prostituée, je l'ai connue de façon imprévue en France. Je l'ai connue de façon occasionnellement en France. Elle m'a demandé que je l'aide et que je sois près d'elle. Je suis président d'une entreprise qui s'occupe du commerce des pierres et on fait de l'exportation avec des pays européens. Je l'ai connue, cette fille, à Paris, à la place Clichy. Donc, je suis allé comme tout homme, disons, on est tous des hommes, donc je suis allé à la recherche d'une fille. Donc je suis allé pour rencontrer cette fille-là, donc pour passer quelques moments, disons, agréables. Donc c'est là où je l'ai connue, elle m'a exprimé toute l'histoire de sa vie. Il faut rien enregistrer, il dit. Et l'interview s'arrête là, voilà, Armando, tranquille. J'étais juste un client, voilà, j'en sais pas plus. Bon, il ment, c'est sûr. Bien sûr qu'il ment. À quoi il ressemble ce type-là ? Quand vous le voyez en 2005, à quoi il ressemble ? Parce que... Un jeune pas très costaud, plutôt fluet, mais profil, j'allais dire, pour être un peu caricatural, profil beau gosse, assez sûr de lui, petite frappe, mais chez lequel on sent une vraie intelligence tactique par rapport à nous qui arrivons de l'extérieur. Il nous prend au début, je pense, pour des policiers en civil, ce qui n'est évidemment pas le cas. Faut savoir une chose très importante, c'est que toute l'enquête concernant la mort de Ginka à Paris s'est arrêtée du point de vue de la police judiciaire française quand le meurtrier français a été identifié. Après, la police s'est arrêtée, elle n'a pas été saisie du reste, c'est-à-dire savoir comment Ginka s'était retrouvé à cet endroit. Et toute cette phase d'enquête, c'est celle que nous avons menée, nous, avec Moscou, jusqu'à aller à Armando. Et Armando, précisément, est surpris parce qu'il n'a jamais eu vent de démarche policière le visant. Donc là, d'un seul coup, il se dit qui sont ces deux types qui arrive et qui me parle d'une fille que j'ai connue il y a 5-6 ans. Alors, on ne sait pas ce qu'il est devenu, ce Armando. Il n'a pas été poursuivi pour proxénétisme, en tout cas pas à l'époque où vous l'avez rencontré. Bien, si j'ose dire. Alors, on parle aussi Ginka parle du grand, elle dit le grand. C'est qui celui-là ? C'est sans doute le supérieur hiérarchique ou l'associé d'Armando. C'est quelqu'un de très important dans le réseau qui, par la suite, lui, a été condamné pour des faits beaucoup plus violents de meurtre. On pense aussi qu'il a pas mal trafiqué la drogue. Tout ça pour dire que ça peut paraître comme ça. On se dira c'est restreint, c'est un proxénète avec cette jeune fille. D'abord, Armando n'avait pas que Ginka. Il était au cœur d'un réseau plus structuré, plus organisé. Je tiens à préciser quelque chose de très important par rapport à ce qu'on a entendu précédemment. Je n'ai jamais eu la preuve qu'Armando avait été totalement violent avec Ginka. Qu'il l'ait eu sous sa coupe, qu'il l'ait contrainte à faire des choses, oui, mais en violence physique directe, ça, j'en ai jamais eu la confirmation. Bon, Ginka, en tout cas, affirmait qu'elle aimait Armando. Je crois que ça fait aucun doute. Dans le commentaire du film, vous dites à un moment, comment peut-on se prostituer par amour ? Alors, elle dit qu'elle se prostitue par amour, parce qu'elle l'aime. Vous avez réussi à répondre à cette question, à ce mystère ? Non, c'est un mystère absolu. C'est une question que j'ai posée à toutes les jeunes femmes qui ont accepté de témoigner tout au long de cette enquête. Et croyez-moi que c'est difficile, parce qu'avant qu'elles disent la vérité, on est dans un monde de mensonges, de non-dits. Et avant qu'elles disent la vérité, ce qui vient vraiment du plus profond de leur cœur, c'est difficile. Et
Et j'allais dire, ça reste un mystère aujourd'hui. Je pense que, comme le disait une jeune femme qu'on entendait précédemment, il y a ce moment où les proxénètes sentent la faiblesse et se disent, voilà, je vais jouer sur cet amour pour dire, ah, écoute, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Toi seul peux sauver notre amour, peux sauver notre couple, parce qu'on est en Europe de l'Ouest, on n'a pas de travail, j'ai pas de papier, c'est difficile. Est-ce que tu préfères que j'aille en prison ou que je me prostitue? Je peux supposer qu'Armando a joué ce jeu-là avec... Ce genre de chantage. Oui. C'était chantage. Dans votre livre, vous racontez le destin d'une autre prostituée, Sonia. Comme Ginka, elle s'est prostituée notamment en Belgique, pour un homme qu'elle pensait aimer. En Belgique, la prostitution est tolérée, le proxénétisme est interdit. En revanche, pourtant, en vous lisant, on a l'impression qu'elle est présente partout. Enfin, en 2005, en tout cas, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, la rue d'Erschot, par exemple, a-t-elle changé? Pas du tout. Pas du tout. Le statut légal des vitrines a un peu changé, mais il y a toujours des femmes, il y a toujours des proxénètes pour les contrôler en sous-main, même si la police fait un travail extraordinaire, et les réseaux albanais sont toujours aussi efficaces. Alors certes, le drame de Ginka remonte à 99, mais en 2016, pour la rédaction de ce livre, j'ai eu l'occasion de retourner en Belgique plusieurs fois. Je suis allé aussi en Bulgarie voir sa famille, et quelque part, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'il y a toujours des Ginka dans les rues de France et de Belgique. Voilà, je rappelle que nous sommes là dans ce qu'on appelle la traite des Blanches, qui est une forme d'esclavage, purement et simplement, c'est de l'esclavage. Alors Sonia a réussi à s'enfuir. Ginka a-t-elle pensé une seule fois à s'enfuir? Elle aussi, j'ai pas l'impression, déroulant le récit, mais je me trompe peut-être. S'enfuir, non, et on a le sentiment, à lire son journal intime et en la connaissant, tel que j'ai pu indirectement la connaître par les témoignages de ses proches, qu'elle n'en avait pas la force morale, j'allais dire. Elle s'est laissée entraîner dans une démarche que j'oserais qualifier de quasi-suicidaire. C'est-à-dire qu'il est arrivé un moment où dans son journal, elle a dit à Armando, écoute, moi je veux plus travailler, c'est plus possible. Enfin, elle parlait dans le vide en fait. C'est pas lui qui pouvait lire ça. C'était à titre personnel qu'elle écrivait comme par définition, comme dans tout journal intime. Mais on sentait qu'au bout, elle ne franchirait pas le pas. Pour aller où? Pour rentrer chez elle et avouer son échec d'une certaine manière, la fin de ses rêves. Elle était très 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 seule. On ne sentait pas d'amis autour d'elle, on ne sentait personne. Ce qui doit être souvent le cas, ce qui doit être le cas de ses filles. Et bien sûr, c'est une solitude absolue et épouvantable. Dans un pays dont elle ne connaissait pas la langue, elle disait bonjour, bonsoir au monsieur qui était à l'accueil dans son hôtel, c'est tout. On rappelle que ce sont quand même des jeunes gens qui sont déracinés, qui sont plus dans leur pays, qui n'ont plus de papier, qui sont seuls, qui sont sous la coupe de Mac, qui font un métier, oui, c'est terrible, terrible. Et puis qui sont menacés de mort. La preuve, Ginka, elle meurt, enfin c'est terrible, elle meurt dans un terrain vague. Et si vous voulez, les proxénètes, en l'occurrence les Albanais qui, pour le cas Armando sont à mon avis supérieurement intelligents, jouent de cette solitude. En gros, mais qui as-tu en dehors de moi? Bien sûr. C'est le message qu'il faut passer. Voilà, c'est une emprise psychologique totale. Alors, il y a aussi un autre événement, c'est que Ginka est tombée enceinte, qu'elle a accouché, qu'elle était mère. Et c'est un épisode important quand même. On va écouter un extrait de votre entretien sur ce point avec la sœur de Ginka, elle s'appelle Tamara. C'est au retour d'une fugue qu'on s'est aperçu qu'elle était enceinte. Elle n'était pas triste. Elle jouait avec nous comme autrefois, quand on faisait des parties de football avec notre petit frère. Je ne savais pas qu'elle ne voulait pas garder l'enfant. Elle était gaie, sortait, mais rentrait à la maison tous les soirs. Pendant sa grossesse, elle n'a fait aucune fugue. Ensuite, elle a mis l'enfant au monde et c'était fini. Je n'ai même pas vu la petite. Le rôle de cet événement dans son histoire? Très franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc pas si prégnant, ça pas si important que ça finalement. Important dans le sens où ça, je le sais, ça a été une source de conflit, un de plus, avec ses parents. Mais je pense que dans son esprit, l'essentiel était de partir, quitte à laisser l'enfant qu'elle a laissé dans un orphelinat effectivement. Comment dire, par la suite, elle ne mentionne jamais l'existence de cet enfant dans son journal intime. Et ça, c'est assez troublant. Ça dit beaucoup de choses. Est-ce que le fait que cet enfant existe, 20 ans, aujourd'hui, a été une motivation pour vous pour reprendre l'enquête en 2016 ? Exactement. Oui. Je me suis dit, tiens, que devient-elle? Parce que vous savez, on travaille comme journaliste sur telle ou telle affaire qui vous prend d'une certaine manière. Celle-ci m'a pris
beaucoup. Personnellement. Personnellement, à titre personnel et professionnel, bien sûr. Mais il est arrivé un moment où je me suis dit, tiens, que sont-ils devenus? Qui est devenu Tamara, presque 20 ans après les faits, que sont devenus les parents et cet enfant. Et cet enfant, je me suis aperçu qu'elle aurait actuellement l'âge de Ginka quand elle est morte. Et donc, je me suis dit, tiens, il est temps d'écrire ce livre pour raconter l'histoire, le destin qu'on a pu reconstituer pièce à pièce, comme un puzzle. Et cette famille, alors, Tamara, qu'est-ce qu'elle est devenue? Et le père, la mère? Tamara a 2 enfants, c'est une belle jeune femme et une bonne personne, une belle personne aussi, qui a des mots très forts sur sa sœur, puisqu'elle dit « Ce drame nous a tous évidemment bouleversés, mais il m'a aidé à me construire en tant que femme et à me battre pour ne pas sombrer un jour ou l'autre dans un tel destin. » Ses 2 frères sont en ménage, ils travaillent, la maman travaille également, le papa est toujours malade. Ce drame les a complètement bouleversés, évidemment, à l'époque. Dévastés. Il a changé le regard du village sur eux, parce que c'est la famille de la fille qui est morte en France. Qui est morte à Paris. Mais quelque part, ils ont trouvé la force pour rebondir, pour exister après ce drame. Alors, cet été au bois de Boulogne, un corps sans vie a été retrouvé, corps de femme. Elle s'appelait Vanessa Campos, elle était d'origine péruvienne, elle avait 36 ans. Alors, il y a quelques articles, oui, une marche blanche, bien sûr, et puis plus rien. Que sait-on de sa vie, des raisons pour lesquelles elle est devenue prostituée? Ça nous renvoie à cette forme d'indifférence, pas forcément coupable d'ailleurs de nous tous, vis-à-vis de drames comme ça, qui se nouent les uns après les autres, sans qu'on le sache. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, la loi, notamment en France, ne cesse de faire des allers-retours entre... une fois, on punit le racolage, maintenant on punit les clients, ainsi de suite. Il n'y a pas de solution miracle. Moi, ce qui me choque le plus, c'est quand j'entends des gens qui disent « Mais oui, mais ces femmes veulent disposer de leur corps, ainsi de suite. » Alors, certaines, peut-être, je ne sais pas. Mais je peux vous assurer que sur les 80% de prostituées présentes sur le sol français, prostituées étrangères, il n'y en a pas beaucoup qui veulent disposer de leur corps. Bien sûr, on est essentiellement dans cette forme d'esclavage dont nous parlions. Merci infiniment, Philippe Broussard. Je rappelle le titre de votre livre, À la recherche de Ginka. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles aujourd'hui. Ginka, prostituée bulgare, assassinée dans une rue sordide. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires sensibles. Et merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui. Et la voix très incarnée que vous avez entendue, la personne qui a prêté sa voix au mot de Ginka, c'est la comédienne L'Au-delage. Merci à elle.